Merci de nous rejoindre pour assister au face-à-face de deux personnalités du monde politique. Deux hommes farouchement attachés à nos libertés les plus élémentaires, soucieux de la souveraineté de la France. Euro-critiques, euro-sceptiques, d'aucuns diront euro-lucides, et qui ont beaucoup à dire sur ce que nous vivons depuis un an maintenant, depuis le début de cette crise sanitaire dont on ne voit pas le bout du tunnel. François Asselineau, Jean-Frédéric Poisson échangent leurs points de vue communs ou opposés dans un instant. Et c'est à moi qu'il incombe de mener cet entretien sans complaisance ni malveillance. Alors avant de les accueillir, je tenais quand même à préciser une ou deux choses, parce que je me doute bien que parmi vous, derrière l'écran, les yeux en meurtrière, il y a bien quelques âmes perplexes, étonnées, disposées à me vouer aux gémonies, se demandant ce que je fais là. Eh bien sachez tout d'abord que je n'adhère à aucun parti politique, que je ne milite dans aucune association, ni aucun syndicat, et que l'occasion m'est donnée simplement de goûter à un exercice, un nouvel exercice en lien avec ma profession. Je laisse bien entendu à mes interlocuteurs la responsabilité de leurs propos. Cela étant dit, c'est le moment de rejoindre nos deux amoureux de la France pour 30 minutes, peut-être même un peu plus, d'une conversation qui s'annonce au mieux jubilatoire, au pire instructive. Amis, ennemis, qui que vous soyez les bienvenus. 2020 s'en est allé dans les méandres de l'histoire pour laisser place à une nouvelle année qu'on espère plus sereine. L'UPR, sous l'impulsion de son président et de son fondateur, met à disposition les locaux, la chaîne, pour donner à réfléchir, pour participer à la vie démocratique et peut-être même proposer des solutions concrètes en invitant divers intervenants. 2021 est donc la porte est ouverte au débat d'idées. François Asselineau, vos sympathisants vous connaissent très bien. Faut-il encore vous présenter? Ils sont très nombreux d'ailleurs à nous regarder. Candidat du Frexit en 2017 lors de l'élection. L'énarque, l'ancien conseiller au ministère du Commerce extérieur et des Affaires étrangères que vous étiez, a plongé dans le grand bain politique en 2007 en fondant son parti. Depuis lors, vos idées ont fait du chemin, pour ne pas dire des petits, si j'ose dire. Donc sortie de l'Union européenne, évidemment, sortie de l'euro et de l'OTAN. Vous offrez évidemment de nombreuses vidéos sur vos réseaux sociaux qui rencontrent un joli succès et dans lequel vous fustigez notamment la politique d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre Jean Castex dans la gestion de la Covid-19. Le gouvernement semble nager en eau trouble et ce n'est certainement pas Jean-Frédéric Poisson qui vous contredira tout du moins sur ce point. Donc, face à vous pour parler de cette politique sanitaire d'un genre nouveau que nos voisins allemands d'ailleurs n'ont pas manqué de dézinguer. Je ne sais pas, vous vous souvenez de cet article dans l'hebdomadaire Die Zeit, c'est ça, c'était en novembre dernier, qui avait renommé la France en Absurdistan. Alors bienvenue Jean-Frédéric Poisson, petite présentation très rapide, philosophe et juriste de formation, ancien député, l'un peut-être des rares députés à bien connaître le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Vous avez été chef d'entreprise. Je suis encore. Rappelez-nous dans quel domaine? Dans la métallurgie, dans le conseil. D'accord, donc le plomb, l'aluminium, le fer n'ont plus de secret pour vous. L'acier plutôt, en l'espèce. J'allais dire, vous étiez le fer de lance de l'opposition parlementaire sur la loi Taubira, mariage pour tous. Et puis surtout, on vous connaît pour avoir été le président du Parti démocrate chrétien, rebaptisé en 2020, VIA, la voix du peuple. VIA, c'est de l'italien? Non, c'est du français. Ah, c'est du latin. C'est du français. Le mot est dans le dictionnaire français. L'origine est latine. Ça veut dire le chemin, la voie aussi en italien. Le chemin, la voie. D'accord. Le chemin, la voie, c'est-à-dire l'exacte antithèse de la République en marche qui ne sait pas d'où elle vient ni où elle va et qui propose aux Français un mouvement perpétuel, une branloire pérenne, comme dirait Montaigne, à quoi nous opposons un chemin, c'est-à-dire quelque chose de précis qui a une origine, une destination, qui est balisé et qu'on peut emprunter de manière collective. Voilà. Sans rentrer dans les détails, pourquoi avoir changé de nom? Parce que s'appeler chrétien dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire à peu près systématiquement être considéré comme un communautariste de plus, ce qui est l'exacte antithèse de notre vision de la société. Et comme je n'ai jamais, ni mes adhérents n'ont jamais, les 10 minutes qu'il faut pour expliquer que non, ça n'est pas ce que les gens croient, nous avons pris acte de cette difficulté, nous avons supprimé la difficulté, d'une certaine manière, jeté le bébé avec l'eau du bain et nous avons changé de nom. Non sans préciser au passage dans nos statuts que nous sommes animés par la pensée sociale chrétienne
Ça n'était pas dans nos statuts jusqu'au changement de nom, ça l'est maintenant. D'accord, via donc La Voix du Peuple. C'est aussi le nom de votre dernier ouvrage aux éditions du Rocher. Alors ça, La Voix VOX. C'est ça, exactement. Je vois que rien ne vous échappe. Voilà, et donc vous nous donnez quelques pistes pour redresser le pays. Hein. C'est une sorte de programme très présidentiel. On va parler du débat institutionnel tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'y revenir. Merci. Alors durant cette demi-heure, voire un petit peu plus quand même, on va parler du lien de confiance qui a cédé des Français dans nos institutions. La question de la liberté individuelle et fondamentale sera aussi au cœur de cet entretien. Mais pour commencer, l'heure est au bilan. Pour commencer, cette fin d'année 2020 aura été marquée par une crise sociale, économique, psychologique, morale. On ne sait pas vraiment si les responsables politiques ont été dépassés ou s'ils jouissent littéralement d'un pouvoir qu'ils pensaient perdu et quelque part, ils auraient profité de cette situation pour créer une expérience d'ingénierie sociale à grande échelle, ou tout simplement, peut-être ont-ils appliqué le principe de précaution de façon excessive, par peur, alors par peur d'être poursuivis en justice ou par peur de la maladie en bon hypocondriaque qui se respecte. Alors dites-moi un petit peu comment vous voyez les choses, quel regard vous portez sur cette gestion de crise a posteriori, et puis quels enseignements surtout vous en tirez. On commence par qui? Par vous, François Asselineau. Bon, il y aurait mille choses à dire. Je vais essayer d'être bref. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème numéro un en France, dont d'ailleurs cet entretien est la preuve, c'est que la parole n'est plus libre dans les grands médias. Et qu'on se trouve en France devant un phénomène qui est que les questions se posent par milliers dans la population. Les gens veulent des questions, enfin veulent poser des questions, veulent des réponses. Et tous les médias, sans aucune exception, tiennent le même discours, un discours pro-vaccin, un discours anti-masque lorsque M. Macron dit qu'il ne faut pas mettre de masque. Je rappelle quand même qu'au mois de mars, une dizaine de jours avant qu'il lance le premier confinement, M. Macron se rendait avec son épouse sur les Champs-Élysées. Il appelait les gens à aller au théâtre, à sortir. Et puis donc à ce moment-là, tous les médias nous disaient il n'y a aucun problème. Changement à 180 degrés quelques semaines après. Et tout ceci a été au cours de l'année 2020 des changements de pied continuels où les Français ne comprenaient plus rien. D'ailleurs, aujourd'hui, on me demanderait, d'ailleurs, nous enregistrons en ce moment même, M. Castex, dans quelques instants, va nous sortir à quelle sauce nouvelle on va être mangé. Ça change sans arrêt. On n'y comprend plus rien. Et les gens se posent des questions naturelles. D'où vient le vaccin? Qu'est-ce qui se passe? On a un prix Nobel, M. Montagnier, qui nous dit que ce vaccin, quand même, comporte des génomes qui sont ceux en partie des séquences qui sont exactement celles du virus du sida ou d'autres du paludisme, de la malaria. Aussitôt, des journalistes qui n'ont aucune connaissance en matière médicale tombent sur le prix Nobel de médecine en disant que c'est un charlatan. Vous pensez au professeur Montagnier? Oui, je parle au professeur Montagnier. Donc moi, je n'ai pas de connaissances médicales. Moi, j'ai dans ma famille, j'ai un frère qui est médecin, j'ai une fille qui est médecin. Ce que je sais quand même, c'est que je me dis, il est normal de se poser des questions. Et si il y a un prix Nobel de médecine, s'il y a des professeurs dont tout le monde connaît les noms, qui disent des choses et d'autres qui disent le contraire, je n'ai aucune raison de donner plus le crédit à l'un plutôt qu'à l'autre. Eh bien non. Depuis des mois et des mois, on a l'interdiction de poser des questions et d'en recevoir. Et si vous posez la moindre question, vous êtes traité de complotiste. Ce qui fait qu'on a un divorce qui s'est accru. Je pense que le mot complotiste, c'est peut-être le mot de l'année 2020. C'est-à-dire que désormais, le divorce est complet entre une très grande partie de la population, pas tous. Il y a aussi des suivis, des gens qui approuvent absolument tout ce que dit Big Brother, et puis une partie de la population qui est entrée en rébellion. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas, isolé à la France. On voit le même phénomène se produire et qui produit des ravages en ce moment aux États-Unis, puisque, là on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais il y a aussi un problème démocratique profond qui maintenant s'est posé dans l'Occident, puisque on en parlera un petit peu plus tard. Comme les Français ne peuvent pas s'exprimer dans les médias, ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Or, on est en train d'assister maintenant à la fermeture à son tour dans les réseaux sociaux. Mais il faut bien comprendre quelque chose, hein. C'est que si les peuples du monde ne peuvent plus s'exprimer et poser des questions et recevoir des réponses qui leur paraissent justes, ni dans les médias, ni sur les réseaux sociaux, ça se terminera dans la rue. Alors, le monde n'est pas binaire, il y a aussi quand même une tranche de la population qui s'interroge simplement, sans être dans la rébellion, ni... Oui, mais bien sûr. Il y a aussi une partie de la population qui est d'accord avec ce qui est dit. Jean-Frédéric Poisson, les incohérences... À force de ne pas répondre aux gens qui se posent des questions, on finit par les projeter dans la révolte, en définitive. Parce que
il y a dans la réponse à une question qui est posée une forme de justice à apporter cette réponse. Et si de manière répétitive, pour ne pas dire systématique, volontairement, vous n'apportez pas de réponse, vous provoquez cette injustice, elle est durement ressentie, et elle peut provoquer tous les types de comportements. Je n'ai pas grand-chose à rejeter de votre présentation de tout à l'heure. Ça va nous arriver relativement souvent, cher monsieur Asselineau. On va être souvent d'accord, mais c'est intéressant d'échanger, y compris d'identifier des nuances. Tout ça est très bien, et merci de votre invitation ici. Je profite pour... merci d'avoir accepté aussi. C'est toujours un plaisir. Je crois que le contexte est celui, effectivement, d'une très grande atteinte à nos libertés fondamentales, toutes. Je suis frappé de voir que depuis maintenant un an, presque, de crise sanitaire avérée, avec des dispositions qui sont prises par l'exécutif pour tenter de contrer cette cette maladie en tout cas qui circule, parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur le choix du vocabulaire, eh bien je vois un rabotage, comme je dis de temps en temps, systématique, méticuleux de beaucoup de nos libertés fondamentales. C'est la liberté de culte, c'est la liberté de circuler, c'est la liberté de se rencontrer, c'est la liberté de travailler, etc. Et tout ça semble se faire dans un autre élément de contexte que d'ailleurs... Emmanuel Macron a précisé dans son intervention, je crois, de septembre, sans que ça provoque de vagues particulières, il a dit « le débat scientifique est clos ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase. Et quand j'ai entendu ça, c'était de mon point de vue... Marisol Touraine aussi avec les vaccins, ça ne se discute pas. La vaccination, il y a un moment où on se dit « mais dans quel monde sommes-nous » Troisièmement, nous sommes dans un contexte de faillite de l'État. Dont finalement cette crise ne fait que manifester de manière spectaculaire tous les manques. Quatrièmement, nous sommes dans un état de ruine de la santé publique qui n'accepte pas par ailleurs de se faire aider par la santé, par la médecine privée pour combler ses carences. Tout ça apparaît de manière éclatante. Donc tout ça mêlé fait que, effectivement, pour camoufler tout ça, dans le but de se protéger, je pense que la première intention c'est celle-là. Donc vous répondez à ma question, c'est plutôt pour se protéger. Je pense que nous avons affaire, ce sera ma conclusion à votre question pour l'instant en tout cas, il faut que nous apprenions et que nos auditeurs, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que s'ils nous regardent, c'est qu'ils sont un peu éduqués, Monsieur le Président, nous avons affaire à une bande de personnes qui sont des cyniques profonds. Nous sommes à l'ancienne, Monsieur le Président et moi, même si nous sommes encore très jeunes et d'esprit et de corps, c'est-à-dire que nous avons, et les adversaires de notre génération comme nous, même si nous défendons des visions de la France et de la société qui sont différentes, nous avons une culture de la chose publique, un amour du pays, un souci du peuple, et même si ça s'incarne de manière différente, après tout ça existe. Vous incarnez l'ancien monde. Ah non, c'est très novateur et très moderne en fait. Ah. Ce que je veux dire, c'est une forme de triche. Dans les gouvernants qui sont aujourd'hui en fonction, ils se contrefichent du peuple français. Ce sont des cyniques profonds. Ils n'ont aucune attention au peuple. Ils se contrefoutent de savoir si on est soigné ou pas. D'ailleurs, le problème et le grand absent de cette crise, qui est-ce ? C'est le patient. Enfin, l'obstination qu'on met à ne pas soigner ceux qui sont malades de la Covid est quand même extrêmement étonnante en réalité. Et si je devais dire une seule chose, c'est soigner les patients, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire traiter les questions de santé, remettre l'État en ordre, faire confiance aux acteurs locaux, s'appuyer sur les maires, les associations, laisser aux préfets des pouvoirs d'organisation. Rien de tout ça n'est fait parce qu'ils se protègent et leur cynisme les met à des années-lumière de ce que vit le peuple français aujourd'hui. Alors, gouverner, c'est prévoir. Évoquons à présent les conséquences de cette gestion. Sans jouer les Cassandres, comment est-ce que vous voyez l'année 2021 se profiler ? Est-ce que vous craignez des mouvements insurrectionnels ou violents ? Comment faire face à un monde en multicrise ? Moi, je ne sais pas, comme tout le monde, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'on est lancé dans ce qu'on appellerait une politique en américain de stop and go. C'est-à-dire que, rappelez-vous, on a fait le 2e confinement pour échapper au 3e. C'est ce qu'avait dit le 24 novembre dernier Emmanuel Macron. Le 2e confinement qui n'était pas vraiment... Qui n'était pas vraiment un confinement, mais quand même, il avait dit on prend ces mesures pour éviter la 3e vague. Maintenant, on est en train de préparer un 3e confinement pour éviter la 4e. Et puis après, on préparera un 4e confinement pour préparer la 5e. On n'en voit pas le bout. Le président de Moderna, il y a quelques instants, a expliqué dans un colloque organisé par une banque d'affaires, d'ailleurs, JP Morgan, c'est quand même étonnant qu'on débatte de ces sujets dans des cénacles financiers. Et il a expliqué, je comprends d'ailleurs qu'il l'ait dit dans un cénacle financier, il a expliqué qu'on vivrait pour toujours désormais avec ce virus, voilà, jusqu'à la fin des temps. Premièrement. Et deuxièmement, qu'il y aurait à chaque fois des nouveaux mutants, des virus mutants, et qu'il va falloir à chaque fois des nouveaux vaccins. Donc c'est jackpot pour Big Pharma.
C'est quand même formidable. Alors je comprends qu'effectivement les investisseurs réunis par JP Morgan se frottent les mains devant cette affaire. Et ce qui n'est pas normal, c'est qu'effectivement on n'est pas... Et là je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Frédéric Poisson. Le principe de base, c'est qui est quand même d'abord de traiter une maladie. On a l'impression que le gouvernement, le président de la République, refuse de le regarder en face. C'est quelque chose d'étonnant. Justement, avec Nicolas Dupont-Aignan, Florent Philippon, on a écrit à Olivier Véran et au président de la République. Le président de la République, d'ailleurs, qui a bien voulu me répondre avec un courrier que j'ai reçu aujourd'hui. Enfin, plus exactement, c'est son directeur de cabinet, M. Stroda, qui m'a répondu, pour me dire qu'il avait reçu ce courrier et qu'il l'avait transmis à M. Véran. Ah oui, bon. Donc déjà, on a un accusé-réception. Mais on dit dedans quoi? On dit des choses qui sont le b.a.-ba. C'est-à-dire que le gouvernement, plutôt que cette litanie mortifère, si tous les jours on nous annonce le nombre de morts, le nombre de décédés. Moi j'ai déjà dit qu'on devrait également annoncer le nombre de... Ils ont arrêté quand même, hein. C'est fini. Oui, mais pourquoi on n'annonçait pas le nombre de morts sur la route, le nombre de suicidés, qui est en augmentation, le nombre de cancers, des différents cancers, etc., des crises cardiaques, etc. On a focalisé sur quelque chose de mortifère et de désespérant, et nous avons demandé que le gouvernement tienne informer les Français du nombre très important de traitements qui existent maintenant, et qui sont en recherche. On peut les rappeler, peut-être? Alors, bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y a l'azithromycine, l'ivermectine, l'azithromycine, les graines de nigel. Ça, les musulmans sont très attentifs à ça, mais c'est un truc qui vient du Pakistan. Graines de nigel plus miel, parce que il paraît que ça donne des bons résultats. Il y a comment dirais-je, les traitements prophylactiques comme la vitamine C, la vitamine D. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas lancé depuis des mois des campagnes, non pas pour ces applications Internet, mais déjà de dire aux Français, renforcez vos défenses immunitaires en prenant de la vitamine C. Tout le monde sait que ça ne peut pas faire de mal. Hein, en prenant de la vitamine D3, en prenant des suppléments en zinc, etc. Consultez votre médecin. C'est le conseil scientifique qui est censé... Oui, mais le conseil scientifique, vous avez vu ce scandale, on ne sait pas... On ne sait pas qui sont les experts qu'il a réunis. Il n'y a aucun compte-rendu des débats. Mais il conseille l'exécutif. Ni des décisions prises. C'est-à-dire, en fait, le pouvoir est complètement obscur et il se joue entre M. Macron, M. Castex, si tant est que Castex touche une bille dans l'âne, j'en sais rien, et puis M. Véran. Et on a l'impression que c'est une espèce de petit triumvirat qui décide au coup par coup avec des mesures. Alors je ne vais pas insister, tout le monde est au courant. Des mesures qui sont contradictoires les unes avec les autres et qui mettent, en plus de ça, notre économie à genoux. Et ce que je reproche également dans cette affaire, c'est qu'il n'y a à aucun moment un acte du gouvernement qui dise « on s'est trompé sur ça, ça, ça et ça ». Hein, vous savez ce que disait Confucius. Hein, la seule véritable erreur, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire que le gouvernement devrait dire voilà, et puis devrait faire des comparaisons. On nous a bassinés avec la Suède. Regardez ce qui se passe en Suède. L'épidémie, de nouveau, la deuxième vague est quasiment arrêtée. Donc il n'y a jamais. On a l'impression comment? Elle n'a pas repris. Eh ben, elle avait légèrement repris, mais regardez les courbes. Maintenant, il y a quasiment plus de morts en Suède, alors qu'ils ne sont revenus ni sur le confinement, qu'il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de fermeture des bars et restaurants. On est quand même face à quelque chose qui, je crois, est pratiquement sans précédent dans notre histoire contemporaine. C'est un gouvernement qui met à bas l'économie française. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de petites entreprises qui sont entraînées à la faillite, à la fermeture, pour des motifs qui restent à confirmer. Parce que le nombre de morts par habitant en Suède, il est inférieur au nombre de morts par habitant en France. Et eux, par ailleurs, ils n'ont pas des centaines de milliards d'euros de dettes et ils n'ont pas mis leur économie à genoux. Donc il y a aussi le gouvernement de gonfler les chiffres aussi un petit peu. Donc, alors oui, alors par ailleurs... Non mais de toute façon, on est dans un univers, vous savez, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à des situations de guerre. Il y avait énormément de rumeurs qui circulaient pendant l'occupation. Il l'a dit, hein, le président. Oui, mais pendant l'occupation. Oui. Les rumeurs, elles naissent lorsque comment dirais-je, l'information n'est pas libre. S'il y avait dans les grands médias des vrais débats comme ceux qu'on peut organiser, que l'on voit à la télévision, qu'on voit d'ailleurs, ce qu'on voyait dans les années 60, 70, 80 du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on voyait le chef de l'État ou le Premier ministre ou des ministres qui débattaient avec l'opposition devant les Français. Sauf que vous avez noté que la pseudo-opposition actuellement, que ce soit Mme Le Pen, M. Mélenchon, ils se sont mis à quatre pattes. Hein. Ils sont tous maintenant, ils sont plus pro-vaccin que le gouvernement. Alors, donc le peuple français, du moins dans une grande partie du peuple français, ne se sent plus représenté,
ni par la télé, ni par le gouvernement, ni par les députés et sénateurs qui d'ailleurs ont été complètement mis de côté, puisqu'on est dans un univers où il n'y a plus de parlement, en fait. Il n'y a même plus d'élections. Je ne sais pas où vont les élections, mais il n'y a plus d'élections. On est dans une situation qui est, je trouve, crypto-totalitaire, je l'ai déjà dit. La crise sanitaire aura sans doute révélé une crise démocratique, mais je voulais quand même poser la question par rapport à cette lettre d'information hebdomadaire. Vous auriez pu apposer votre signature, Jean-Frédéric Boissy ? Si on me l'avait proposé, probablement, mais ça n'a pas été. Pourquoi on ne vous l'a pas proposé ? Il faut demander à ceux qui l'ont initié, je n'en sais rien. Ça n'est pas très grave. Votre regard justement sur le conseil scientifique là, la prochaine fois, vous pourriez la signer. Qu'à cela ne tienne. Je crois que votre question portait sur l'année 2021. La seule chose dont on soit absolument certain, c'est que si le confinement continue, il y aura davantage de précarité. Ça, c'est la seule certitude que nous ayons. Tout le reste est soumis aux aléas, aux contingences de la vie. Alors, c'est déjà le cas, mais si effectivement nous entrons dans une phase supplémentaire d'allongement du couvre-feu, c'est-à-dire d'avancer à 18h, ce qui est probablement ce que le Premier ministre s'apprête à dire dans quelques minutes à quelques minutes de nous. Si jamais se profilait une troisième phase de confinement, je partage tout à fait ce qu'a dit François Asselineau tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la troisième pour préparer la quatrième au lieu de l'éviter, mais enfin on pourrait ne jamais en sortir. Et d'ailleurs, cette analyse était publique, puisque dans les notes de l'OMS du printemps dernier déjà, il y avait cette alerte aux décideurs publics que la seule chose certaine du confinement généralisé, c'était que ça fabriquait de la pauvreté de manière industrielle. Je reprends la communication d'un des cadres de l'Organisation mondiale de la santé. Deuxièmement, vous vous demandiez tout à l'heure si on envisageait des mouvements violents ou insurrectionnels en France. D'abord, je ne le souhaite pas. Parce que lorsqu'on est confronté à ce genre de phénomène, on ne sait pas très bien, enfin, on sait quand on y entre, et encore, on ne sait en tout cas jamais comment on en sort. Donc il faut faire très attention à cela, même si je peux comprendre que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, le peuple français, ou une partie non négligeable de lui, considère que la dose de mépris, d'absence de considération, de mensonge, d'ironie, de relégation qu'il a dû subir depuis maintenant 3 ans et demi, qui est sans équivalent dans l'histoire de France, pourrait faire prendre un peu la mouche à un certain nombre de nos concitoyens, parfois de manière énergique. Donc je ne voudrais pas assister à ça, mais j'en comprendrai les raisons. Troisièmement, et pour finir, nous sommes effectivement dans une zone extrêmement incertaine. Je reprends ce que vous évoquiez à l'instant. On nous dit qu'il y a des cas supplémentaires tous les jours. Très bien. Qu'est-ce qu'un cas positif ? J'ai toujours pas compris. Oui, un cas positif n'est pas forcément malade. Voilà, on ne sait pas. C'est-à-dire entre un truc que vous avez mais qui ne vous rendra jamais malade et quelque chose qui nécessite votre hospitalisation dans 2 heures, il y a toutes les nuances de bleu et laquelle on ne sait pas. On nous dit qu'il y a tant de morts qui sont morts du Covid. Je suis désolé, aucune autopsie n'est pratiquée, donc vous ne pouvez pas le savoir. Donc en fait, on passe son temps à justifier des mesures de rétorsion extrêmement sévère et de privation de liberté au nom d'une communication qui est fragile, qui ne repose sur aucune logique argumentaire, sur des données scientifiques qui sont aléatoires, donc je pense qu'elles sont assez largement manipulées pour des raisons que je disais tout à l'heure. Si ça ne change pas, alors il n'y a aucune chance que la confiance qui doit exister entre le peuple et ses institutions, et dans les institutions ceux qui le dirigent ou qui sont censés le représenter, si cette confiance ne se rétablit pas, alors nous sommes en France, tout est possible. Si nous étions en Suisse ou dans les Länder du sud de l'Allemagne, tout ne serait pas possible parce que la culture n'est pas la même. Mais en France, même si de temps en temps le peuple français me paraît un peu sonné, un peu endormi apathique. Pour le coup, un peu apathique, ça peut se réveiller à tout moment et il m'arrive de souhaiter ardemment que ce réveil se produise. Un petit peu comme les Gilets jaunes, on ne s'y attendait pas. Oui, j'ai une grande sympathie pour ce mouvement qui est un mouvement extrêmement conservateur, beaucoup plus que je crois d'ailleurs, enfin extrêmement, qui est très profondément conservateur pour être plus précis, ce qui fait ma joie. Alors, on a le sentiment quand même que le gouvernement cherche à pérenniser comme ça l'état d'urgence, mais à votre avis, dans quel dessein, pour quel but ? C'est pour étouffer. C'est très simple. Enfin, pardon, le pouvoir en place aujourd'hui gouverne à quelques-uns. Le Parlement n'existe plus. Le Conseil constitutionnel a même déclaré qu'il n'était pas nécessaire de solliciter pour la ratification des ordonnances, ce qui est quand même une première. Pour le coup, l'article 38 de la Constitution n'existe plus, donc ça en fait un de plus qui est rayé.
Il n'y a plus de Conseil des ministres, il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de collectivités territoriales, même si de temps en temps elles essayent de pousser un peu du coude pour rappeler qu'elles existent. Donc tout ça gouverne en circuit fermé. Ça leur va bien. Et on continue de supprimer des lits, ça je comprends. Oui, non, mais ça leur va très très bien. Donc pourvu que ça dure comme ça, du point de vue d'Emmanuel Macron, qui sera très probablement candidat à sa propre succession, si ça pouvait durer comme ça pendant encore un an, jusqu'à l'élection présidentielle, ça lui irait bien. Est-ce qu'on doit opposer liberté à autorité ? Normalement, il faut concilier les deux, bien entendu. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que l'autorité de l'État quasiment n'existe plus. D'abord parce qu'on est en France. Hein. Vous connaissez la blague que disait Churchill quand il comparait 4 peuples d'Europe. Il disait en Angleterre, pour les Anglais, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Pour les Allemands, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Pour les Soviétiques, tout est interdit, même ce qui est autorisé. Et pour les Français, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Donc on voit que le deuxième confinement, déjà, n'a pas été suivi. Même d'ailleurs, là, on est censé à Paris avoir un couvre-feu à 20h. On est arrivé de prendre la voiture à 21h. Il y avait des voitures partout encore. Bon. Donc déjà, la crédibilité de l'État est quand même profondément affectée. Mais on n'a pas de liberté pour autant. Et moi, je suis quand même effaré, effectivement, du fait que tous les contre-pouvoirs ont disjoncté. Le gouvernement, on en a parlé, Jean-Frédéric Poisson et moi-même, on a l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a des membres du gouvernement, on ne sait même pas ce qu'ils font. Le haut-commissaire au plan, Monsieur Bayrou, on ne sait pas ce qu'il fait. Les conseils des ministres n'existent plus. Le Parlement, dans toutes les démocraties normales, ce sont les députés qui débattent des plans. Ici, on a d'un seul coup quelqu'un qui nous dit voilà ce que ça va être. Il n'y a aucune discussion qui a eu lieu, il n'y a aucune question auquel il a pu être répondu. Tous les médias se sont alignés. Voilà. Les syndicats focalisent actuellement l'attention des Français sur l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, alors que cet article a été réécrit. Et puis bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est quand même un point de détail par rapport à la perte des libertés publiques. On pourrait ajouter le fameux passeport vert, là, voilà, pour l'instant dans les tiroirs. Et puis, je reviens sur ce sujet. C'est un petit peu politique peut-être, mais on est là pour faire de la politique. C'est que l'opposition au Parlement n'existe plus sur ce sujet. Je dis, il n'y a pas où sont passés le Rassemblement national, les communistes, la France insoumise sur ce sujet clé de la société française. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire, de ce virus? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une commission d'enquête parlementaire qui ait déjà été diligentée, déjà pour écouter, et pas seulement brièvement monsieur Raoult, comme ça a été le cas, mais aller au fond des choses, d'où vient le virus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que faire le bilan des mesures prises, demander justement ce que nous avons été obligés de demander à Troyes, c'est-à-dire où en sont les perspectives de traitement, quand vous avez un médicament comme l'ivermectine. Il y a une méta-étude qui est sortie hier qui a montré que sur 32 études concernant 10 033 patients avec 209 médecins, ça a montré que sur ces 32 études, il y avait 100% de résultats positifs. C'est-à-dire en traitement prophylactique, 90% des patients n'ont pas la maladie. En traitement de précoce, on a 85% de réussite. En traitement tardif, on a 45%. C'est quand même, ça porte maintenant sur des échantillons. En France, quand vous dites ça, quand vous parlez ivermectine, c'est comme il y a quelques mois, quand on disait hydroxychloroquine, la seule réponse est « Ah, vous êtes complotiste ». En fait, ça peut pas durer. Ça ne peut pas durer, et on est face à une société qui maintenant est bloquée. On nous dit que rien n'a été prouvé scientifiquement. Oui, mais attendez, mais est-ce que le remdesivir avait été prouvé scientifiquement? Non. Est-ce que les vaccins là qu'on injecte avec un ARN, c'est prouvé scientifiquement? Mais moi, j'attends encore l'étude sur le port du masque en extérieur. L'OMS a fait 3 notes sur le sujet du port du masque, en signalant à chaque fois, de manière très précise, à chaque fois qu'il y a marqué port du masque. Dans la note de l'OMS, la dernière de juin, il y a l'expression ensuite qui protège potentiellement de la transmission du virus, systématiquement. Je reviens 2 points rapides sur la question institutionnelle, qui montre la fragilité quand même du dispositif et qui va dans le sens de ce que vient d'évoquer François Asselineau. La première chose, c'est cette idée folle de confier à 35 citoyens tirés au sort le contrôle de la politique vaccinale. Alors, l'ancien parlementaire que je suis est profondément choqué de ça. D'abord parce que moi j'ai une idée à proposer au chef de l'État.
ça consisterait à désigner au suffrage universel 577 personnes, une par circonscription. Ça s'appellerait l'Assemblée nationale. On lui donnerait les pouvoirs constitutionnels de contrôler l'action du gouvernement, les moyens de le faire, et elle le ferait. Il se trouve que c'est déjà fait, donc c'est pas une idée de génie que j'ai là. Mais vous ne pouvez pas demander à 35 personnes. Alors, ils sont peut-être pas plus experts dans les questions scientifiques et médicales que beaucoup de parlementaires, c'est sans doute vrai. Mais la différence, c'est que l'Assemblée nationale a une commission d'évaluation et de contrôle. Elle a une commission des affaires sociales. Elle a des services et des administrateurs qui sont de très grande qualité. Très grande qualité. Et puis, il suffit d'un peu de moi à l'épinière, pour être poli devant une dame et nos auditeurs, pour, même quand on est dans la majorité, monter une commission d'évaluation et de contrôle, monter une mission d'information, une commission d'enquête. Il y a des tas d'outils à disposition du Parlement pour aller contrôler cette politique vaccinale et le faire sans l'autorisation du gouvernement. J'ai l'expérience d'avoir, comme vice-président de la commission des lois, contrôlé avec le président de l'époque, Jean-Jacques Urvoas, la mise en œuvre de l'état d'urgence après les attentats du Bataclan. J'ai pas besoin de vous dire que la mise en place de cette commission de contrôle, qui était une commission d'enquête en fait, s'est faite contre l'avis du ministre de l'Intérieur de l'époque. Et c'est Jean-Jacques Urvoas, président socialiste de la commission, qui l'a diligenté. Pour une raison très simple. Il m'a dit très calmement, de toute façon, si je ne le fais pas, vous le ferez. Donc autant que je le fasse. Comme ça, au moins, c'est voilà. Donc ça, c'est de la politique. Ça, c'est respecter le rôle du Parlement. Et puis vous comprenez, quand on est systématiquement confronté à, d'une certaine manière, une absence de réponse du Parlement. Je veux dire que je ne vais pas accuser le chef de l'État, c'est pas mon style, ni mon genre de beauté, mais que voulez-vous que je vous dise? L'absence du Parlement renforce d'une certaine manière les mécaniques d'auto-entretien de l'exécutif. L'exécutif ne prolifère que si il n'a pas de contrôle parlementaire qui exerce sur lui. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Non, c'est ça. Mais, et même, on organise ça, enfin, cette conférence sur l'environnement, avec ce référendum sur l'écocide. Enfin, mais franchement. Alors, voilà, on a fait un Grenelle de l'environnement, on a fait un Ségur de la santé, on fait un Beauvau de la sécurité. Moi, je propose qu'on fasse un Élysée de la gouvernance, parce que comme ça, on verra plus clair. En attendant l'arrivée des GAFAM qui auront... tout ça, c'est beaucoup de blabla organisé au sommet de l'État. On a le sentiment... Moi, j'hésite. Je n'ai toujours pas tout à fait tranché mon opinion. J'hésite entre une immense incompétence... C'était Bismarck qui disait de Napoléon III, c'est une immense incompétence méconnue. Moi, je pense que c'est une immense incompétence à l'Élysée, avec un président de la République qui est complètement... qui n'est plus à sa place, qui ne sait plus où il va, qui prend des décisions. Parce que là, vous avez parlé, Jean-Frédéric Poisson, de ces 35 Français tirés au sort. Mais on a eu Monsieur Vaccin, on a eu Monsieur Comité Machin. On a maintenant McKinsey qui est d'ailleurs dans un scandale aux États-Unis, justement sur les questions sanitaires. On a tous les jours, on a l'impression d'un changement de stratégie constant. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même a dit, Monsieur Macron a dit qu'il revendiquait, il assumait les changements de stratégie hebdomadaire. Enfin, il y a un petit problème. D'ailleurs, quand il dit j'assume, ça veut dire je n'assume pas, en fait. Parce que s'il assumait, il mettrait en jeu son pouvoir. Il dirait, écoutez, vous me faites confiance ou pas. Donc il y a une immense perte de confiance dans le président de la République. Et comment la restaurer, d'ailleurs, cette confiance? Avant peut-être de restaurer ça, il y a un mot que je voudrais dire, parce que c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé. Est-ce possible? Et c'est quand même un mot qui m'est cher, c'est le mot d'Europe et d'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe en ce moment sur cette affaire de Covid, de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Les laboratoires font pression. Voilà, les laboratoires. Comment se fait-il qu'il y ait 1 milliard d'euros? 1 milliard d'euros. Ça veut dire que le contribuable français a dû être mis à contribution pour peut-être l'équivalent de 180 millions d'euros. C'est-à-dire beaucoup plus que le budget qui est alloué chaque année pour restaurer nos monuments historiques. Ça a été dilapidé pour Remdesivir, pour un médicament qui est non seulement n'a aucun effet, mais qui est nocif. Et là, tous les médias ont trouvé ça très bien. On n'a pas opposé au Remdesivir ce que l'on opposait, ce que l'on continue d'opposer continuellement à l'hydroxychloroquine, même si l'hydroxychloroquine n'est pas le médicament miracle que certains ont pu penser, il semble quand même se dégager de l'expérience générale dans le monde que ça peut avoir un certain effet prophylactique. Eh bien, nous, on a le sentiment qu'il y a des puissances qui s'exercent directement au niveau de l'Union européenne. Je vois d'ailleurs des ballons d'essai qui viennent de la Grèce, de l'Italie, des Pays-Bas, qui disent pour voyager dans l'Union européenne, on va avoir besoin d'un passeport européen certifiant votre vaccination.
Et donc c'est par l'intermédiaire de l'Union européenne qu'on va avoir s'introduire en France cette idée de vaccin obligatoire. Moi, ce que je note aussi, c'est que ce vaccin, il est quand même éminemment politique et géopolitique, puisqu'il se trouve que dans la sphère de l'OCDE, plus les pays qui sont soumis aux États-Unis, comme la Colombie, le Chili, l'Australie dans l'OCDE, ou bien le Pakistan, dans ces pays-là, on a recours à 2 vaccins, c'est le vaccin Pfizer, BioNTech, et le vaccin Moderna, qui sont des vaccins à ARN. Mais dans il y a 50 pays du monde qui, eux, ont refusé ces vaccins, se sont tournés vers la Russie, vers le vaccin Sputnik, qui a déjà été d'ailleurs administré à 1 million de personnes. C'est-à-dire que même s'agissant du vaccin, nous n'avons même pas le choix. On nous explique que nous, d'ailleurs M. Véran l'a dit, nous n'aurons pas le choix. Et donc nous avons, par ailleurs, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que ce virus est beaucoup moins mortel dans des quantités de pays du monde, notamment en Afrique. Alors je connais les réponses tout de suite, on dit oui, mais en Afrique il y a beaucoup plus de jeunes. Oui, d'accord. Mais quand on regarde la pyramide des âges, figurez-vous qu'en Afrique, au Sénégal, il y a aussi des personnes âgées. Il n'y a pas que des moins de 5 ans. Donc il y a aussi des personnes âgées. Et bien quand vous regardez les taux de mortalité dans beaucoup de pays d'Afrique ou à Madagascar, etc., il est infime, même en Europe. Même en Europe, on ne parle jamais du taux de mortalité, par exemple, au Bélarus, où il n'y a aucun confinement. Mais le Bélarus, vous savez que c'est l'enfer sur Terre. Donc on nous explique, nous, on est dans une sphère très géopolitique. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est une maladie politique et géopolitique. C'est quand même très intéressant. Jean-Frédéric Poisson. Non, un mot pour dire que, au fond, cette crise sanitaire ne nous apprend rien, en réalité. Elle ne nous apprend rien. Elle ne fait que confirmer ce qu'un certain nombre d'observateurs ou d'acteurs politiques, dont François Asselineau fait partie, comme moi, pensons de l'état de la société française, du contexte international, en particulier européen, depuis longtemps. Cette confirmation arrive malheureusement à l'occasion de la propagation d'une maladie qui existe. Il ne s'agit pas de dire que cette maladie n'existe pas et qu'elle ne fait pas de dégâts, évidemment qu'elle en fait. Mais d'une certaine façon, je suis désolé, nous sommes désolés d'avoir raison dans un contexte aussi difficile, parce que la pression qui s'exerce sur les citoyens et sur leurs moyens de communication, au fond, pourrait avoir comme effet, si nous n'étions pas suffisamment vigilants, de reléguer au second plan la justesse de l'analyse que certains d'entre nous portent depuis longtemps, au profit de l'installation de cette peur qui tétanise, au fond, beaucoup de nos concitoyens et qui nous pose des difficultés, en tout cas, pour aborder les échanges politiques futurs. J'aurais voulu aussi qu'on parle un petit peu des accords financiers par rapport aux effets secondaires, mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Donc, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut restaurer la confiance des Français dans nos institutions. Est-ce que vous avez des solutions à proposer, à part renverser le... Ouais, moi, j'ai beaucoup de solutions à proposer. D'ailleurs, tout à l'heure, dans votre présentation, vous disiez que je proposais sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça fait partie de ce genre de manipulation médiatique qui fait que il y a des candidats qui gênent le système et d'abord à qui on ne donne jamais la parole. Il faut les isoler. Vous n'êtes jamais invité nulle part. Ou à peu près. Ça m'arrive quand même, mais moins souvent que ce que je voudrais. Moi, il faut bien donner l'illusion de la démocratie. Quasiment nulle part. Et par ailleurs, quand on nous invite, on nous met dans une petite case. Donc moi, ce serait le type, je serais le candidat à la sortie du campagne. Et le complotiste, n'oubliez pas. Regardez la bio du Point, le magazine hebdomadaire. Absolument. Mais ça, et vous harcelez les médias d'ailleurs dans cette biographie. Absolument. Faudra m'expliquer comment. Bon, et puis Jean-Frédéric Poisson, lui, c'est catholique. Et puis voilà, c'est tout. Et puis on n'a rien d'autre à dire que ça. C'est qui est une réduction absolument scandaleuse. Donc déjà, la première chose à faire, c'est qu'il faudrait déjà faire respecter les principes fondamentaux de la liberté d'expression. C'est-à-dire le CSA, par exemple, je suis désolé, ne fait absolument pas respecter la liberté d'expression. Le CSA tolère que ce soit toujours les mêmes qui passent dans les médias. Et maintenant, c'est Twitter et Facebook qui décident. Alors maintenant, ça c'est la nouveauté depuis... J'ai vu que la porte-parole du Kremlin a dit, là, je crois aujourd'hui ou hier, elle a dit que c'était le bannissement de Trump, c'était une bombe nucléaire dans les réseaux sociaux. J'ai vu d'ailleurs que le président, enfin le patron de Twitter, commence à essayer de faire un peu machine arrière. Parce que c'est un véritable scandale, cette histoire. C'est un coup d'État. C'est un phénomène historique. C'est un coup d'État planétaire organisé par les GAFAM. Alors je vois des gens qui disent « Oui, mais c'est normal, c'est les conditions générales d'utilisation ». Mais attendez, depuis quand un contrat de nature privée pourrait-il prévaloir au niveau planétaire
pour des sociétés qui ont pris un tel pouvoir qu'elles ont c'est quasiment devenu des services publics. C'est pas possible. Est-ce que je vais raisonner par l'absurde. Imaginons que Facebook ait décidé, dans ses conditions générales d'utilisation, d'interdire aux musulmans, aux chrétiens, aux noirs, ou je ne sais pas, ou aux juifs, etc., d'avoir un compte Twitter. Ce serait, à juste titre, un scandale planétaire. Donc ça veut bien dire que ces conditions générales d'utilisation doivent être encadrées par des autorités judiciaires nationales et peut-être aussi par des traités internationaux. On ne peut pas autoriser ce qui s'est passé, c'est-à-dire que... Ça viendra chez nous, hein, c'est arrivé aux États-Unis. Bien sûr, mais c'est c'est extrêmement grave. Quoi que l'on puisse penser, par ailleurs, de Donald Trump et de ce qu'il faut bien dire, je pense, bon, ces événements sont quand même assez contestables et d'ailleurs un peu délirant, je trouve. Bon, je ne suis pas d'ailleurs, au passage, là on change un peu de sujet, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y ait eu un putsch, parce qu'un putsch aurait voulu dire l'armée, l'armée était prête avec des chars à intervenir, les forces de l'ordre, les médias auraient été verrouillés, etc. Non, tout ça n'a pas du tout été organisé. C'est plutôt une espèce de réaction comme ça qui, à mon avis, est une très très grande maladresse de Donald Trump. Mais tirer de cela l'idée que l'on va fermer un compte d'un président qui a 88 millions de suiveurs, un compte d'un chef du président de la plus grande puissance de l'univers en exercice, c'est hallucinant. Et c'est la porte ouverte, par ailleurs, aux deux poids, deux mesures, puisque je rappelle que le président, le Premier ministre, le docteur Mohamed Mahathir de Malaisie, avait dit au moment de l'affaire Samuel Paty, avait dit qu'il approuvait qu'il fallait couper la tête des Français. Moi, je le connais, je l'avais rencontré, Mahathir, en Malaisie. C'est un monsieur très âgé. Il y a eu une vague protestation, mais on n'a pas fermé son compte Facebook. Le fameux deux poids, deux mesures, peut-être. Il y a une décision de la justice italienne qui peut nous rendre service, parce que la juridiction suprême de l'Italie, il y a quelques mois, a enjoint Facebook de rouvrir des comptes qu'il avait fermés pour... des motifs de délit d'opinion, on va appeler ça par son nom, en arguant, ce qui est intéressant dans ce qui nous occupe, en arguant que la situation de quasi-monopole de Facebook lui donnait en réalité des obligations semblables à celles d'un service public, donc avec une obligation de neutralité éditoriale, en rappelant d'une certaine manière à ses fournisseurs d'accès qu'ils ne sont que des fournisseurs d'accès et que dès qu'ils deviennent des éditeurs, ils sont passibles d'être appelés en responsabilité. Pour répondre à votre question sur la confiance, on voit bien le contexte dans lequel nous sommes. C'est au fond que, même si dans le contexte d'organisation des pouvoirs tel que nous le connaissons aujourd'hui, je n'oublie pas la dimension européenne que vous avez rappelée, sur laquelle je suis tout aussi critique que vous, au fond, on ne voit pas comment de bonnes lois pourraient produire de bons effets ou de bons projets pourraient porter de bons fruits, parce que le pouvoir est tellement confisqué, tellement cadenassé, qu'en réalité, il va se trouver quelqu'un pour un motif qui nous échappe et qui était en dehors du contrôle démocratique du peuple et de ses représentants. La solution, c'est quoi? C'est le Frexit ? La solution, c'est la réforme en profondeur des institutions. Ce que vous proposez dans votre livre. Dont le Frexit est une possibilité. Je me suis entretenu il n'y a pas très longtemps. Vous êtes favorable ? Mais je ne suis pas opposant en principe. Je dis simplement que c'est la différence que j'ai avec le président Asselineau. Moi, je pense que c'est un point d'arrivée possible, alors que M. Asselineau pense que c'est un point de départ. C'est ça notre... Si je ne veux pas caricaturer votre pensée, mais on peut résumer. Mais voilà. Mais je termine, brièvement. C'est qu'au fond, si on ne commence pas par une réforme en profondeur des institutions, pour redonner au peuple français le contrôle qu'il a légitimement sur ces institutions, si on ne replace pas les corps intermédiaires au cœur de la décision publique, je vous le dis, on perd son temps. On perd son temps. Et donc, on est en train de nous promener en nous disant, alors oui, le dialogue social, c'est formidable, tu parles, Charles, les conseils de défense, ça conseille de tous les côtés, on n'a jamais eu autant, d'intervention. Tout ça n'est pas vrai. On est en train de verrouiller de manière de plus en plus sévère, de plus en plus serrée, la décision publique. Les Français que nous sommes en sont écartés de manière absolument spectaculaire, y compris d'ailleurs désormais, pourquoi pas par le biais des médias, et du contrôle qu'exercent les big tech sur ces médias. Donc il faut qu'on se réveille. La question qui est posée aux Français, c'est jusqu'à quand est-ce que, on va tolérer, et jusqu'à quand vous allez tolérer, chers auditeurs, cet état de fait? Je suis... sauf sur le Frexit, il faut qu'on en reparle. Mais il y a quand même des choses qui sont très, très importantes. C'est que Jean-Frédéric Poisson, d'ailleurs, j'en profite au passage pour rendre un petit hommage
Christine Boutin, qui a été à la tête, qui a créé le PCB, parce que Mme Boutin, elle avait appelé à voter non en 1992 au traité de Maastricht. Elle avait même fait partie de, je crois, 73 sénateurs qui avaient refusé la réforme constitutionnelle. Et Mme Boutin, elle avait appelé à voter non en 2005. Donc il y a une vraie tradition qui n'est pas exactement la même que la nôtre, mais il y a une vraie tradition de souveraineté nationale et de s'opposition. Et je pense que cette tradition-là, que vous représentez avec vos valeurs, nous avec les nôtres, je pense que cette tradition-là, elle montre quelque chose qui est absolument fondamental dans l'histoire que nous vivons là. Et que dans 200, 300 ans, les historiens du futur, quand ils étudieront cette période dont ils parleront, c'est qu'on a une formidable lutte au niveau planétaire et au niveau national, mais une formidable lutte entre les partisans du mondialisme, de la mondialisation, c'est-à-dire peu ou prou, voilà, qu'on appelle ça, je veux pas donner l'impression qu'on continue, mais globalement, vider de substance les nations de leur pouvoir pour avoir des pouvoirs mondiaux qui sont décidés par des très grandes sociétés privées, par des OMS, mais l'OMS est quasiment en voie de privatisation au profit de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, où on a l'impression que c'est les pouvoirs financiers de quelques-uns qui s'imposent au monde et qui sont en lutte maintenant avec les patriotes ou les nationaux de tous les pays qui, eux, veulent rester avec les États-nations, parce que c'est là qu'a lieu la démocratie. Justement, l'heure est grave. Pourquoi ne pas... Vous avez beaucoup plus de points de convergence d'abord, que de divergence. La messe n'est pas dite, si je puis me permettre, dans ce temple laïque où nous sommes. Ah non, c'est pas si on est au carrefour de l'histoire... C'était ironique, c'était comme votre titre de bénédiction, Monsieur le Président. C'est une forme de réponse proportionnée, si j'ose dire, à la menace. Comme on dit pour l'Europe, l'union fait la force. Hein. C'est toujours le slogan qu'on nous rabâche. Nous sommes encore loin de tout ça et je défends la thèse depuis maintenant plusieurs années qu'en dehors d'un programme commun de gouvernement partagé par des gens de bonne volonté, nous n'avons aucune chance de battre Emmanuel Macron. Or, c'est l'objectif. En tout cas, moi, c'est clair. Mon adversaire est déclaré, c'est Emmanuel Macron. J'en fais pas de mystère. D'autant plus que il est un des instruments de ce que vient de décrire parfaitement, clairement, François Asselineau. Et je me permets de renchérir comme un pas supplémentaire dans son analyse. C'est à la lumière de l'affrontement planétaire entre la Chine et les États-Unis que Donald Trump était prêt à conduire qu'il faut lire l'élection américaine, à la lumière de la tentative de domination du Parti communiste et de l'État chinois sur toute la planète, que ce soit l'approvisionnement en métaux rares, les filières de fourniture, les biens de consommation de l'Occident, les réserves en devises, enfin, partout où vous tournez votre regard, vous voyez l'État chinois et le Parti communiste chinois. La guerre est là. Elle se fait effectivement sur fond idéologique, vous avez parfaitement raison, d'affaiblissement des nations d'un côté, versus ce que nous croyons, nous, c'est-à-dire la nation comme un lieu naturel de vie pour les êtres humains, indispensable à son bonheur, et sans lesquels il ne peut pas y avoir d'équilibre social. Ni de liberté. Et donc de démocratie. Et donc de liberté et de démocratie. Et donc, au fond, l'enjeu, c'est ça, c'est de savoir si les Français vont continuer d'accepter cette idée dont ils ne sont pas exactement tous avertis pour le moment, mais les campagnes servent à ça, d'avoir à leur tête des gens qui sont asservis à des systèmes qui vont à leur tour les réduire dans une forme d'esclavage qui a commencé un peu, parce que tout ça est parti gaiement, si j'ose dire, si on peut appeler ça gaiement, ou bien s'ils vont changer de pied. Mais le changement de pied n'a pas 36 directions possibles. C'est celui que nous portons d'indépendance de la France et de reprise par le peuple français de son destin, et donc par notre pays de son destin à lui aussi. D'ailleurs... C'est avec le mot de la fin, François Asselineau. Ça pourrait durer plus longtemps. On arrive au terme de l'entretien. Non, mais d'ailleurs, en fait, on découvre que sur beaucoup de points, nous sommes d'accord. Oui. Mais il y a d'autres gens qui sont d'accord. Il y a Florian Philippot aussi qui va dans votre sens. Les patriotes. Nicolas Dupont-Aignan. Je vois que Julien Aubert, que j'ai reçu ici, globalement, alors, que faites-vous, est d'accord. Je vois aussi, là, j'ai vu que, comment il s'appelle, Monsieur Montebourg il lance un peu des propos qui vont dans le même sens. On a Monsieur Guillaume Pelletier, Monsieur Xavier Bertrand qui disent oui, nous on est pour le retour de la souveraineté, etc. Mais tout ça, et c'est là où j'ai peut-être une petite divergence, c'est que tout ça c'est très gentil de dire on est pour la souveraineté. Mais concrètement, on fait quoi ? Mais concrètement, tant qu'on sera dans les traités européens
Dire Madame Le Pen, vous savez que Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, je l'ai suffisamment dit, eux aussi disent des choses qui vont dans le même sens que nous. Sauf que eux, on a l'impression qu'ils ont passé un pacte faustien avec les médias et le pouvoir en se disant si jamais je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, je suis blacklisté comme Asselineau. Et donc, ils sont pour l'Union européenne, ils sont pour l'euro, et petit à petit, ils sont phagocytés, ils sont avalés par cette machine qui... Madame Le Pen, si demain Madame Le Pen était à l'Élysée, vous savez ce qui se passerait ? Il se passerait rien du tout. Parce que toute la politique, y compris la politique migratoire, y compris la politique monétaire, budgétaire, la politique vis-à-vis de l'OTAN, etc., elle découvrirait, et ses ministres découvriraient qu'ils ont déjà tout un agenda. Moi, je connais, j'ai assisté à des changements de gouvernement. Eh bien, vous arrivez, le ministre arrive dans son... Même quand il y a des changements de majorité, j'avais vu ça en 93, le ministre, il arrive, il a un paquet comme ça de dossiers. Voilà, monsieur le ministre, qu'il faut que vous fassiez. La réunion à Bruxelles, nanana. Et il est emballé dans un truc, et le programme qu'on a donné aux Français, le programme électoral, il n'existe plus. Il est pris dans cet engrenage. C'est vraiment le sujet fondamental de notre époque, je pense. D'autant plus que le Brexit a montré qu'on pouvait avoir une vie après l'Union européenne. Ça, oui. Mais bon, malheureusement, on va devoir sujet important, je retiens que ce n'est pas un propos final, c'est un propos de transition. Monsieur le Président, nous aurons cette conversation ici. Un autre jour, nous la poursuivrons. Je sais, vous avez raison, je n'ai pas la même appréciation que vous de ces circonstances, même si je vois le poids européen. Je dois rappeler que sur peut-être 7 ou 8 sujets sur 10 qui concernent la vie de nos concitoyens, le pouvoir du Parlement français est total, y compris les questions de santé. C'est parce que nos gouvernants font allégeance à un pouvoir auquel, en principe, ils pourraient ne pas le faire, que nous sommes dans la situation où nous sommes. C'est le point de vue divergent que j'ai vous. Ça n'empêche pas. Le poids des directives, tout ça existe, bien entendu. Mais il y a enfin voilà. Bon. Je ne suis pas aussi... comment dit-on ? Je ne vais pas trouver l'adjectif. Donc voilà, il y a une nuance entre nous, mais ça mérite un débat. Oui, mais c'est un débat à la marge. Parce qu'effectivement, sur certains sujets, les États gardent encore des marges. Sauf que s'ils sortent du périmètre très limité des valeurs européennes, à ce moment-là, tout le monde leur tombe dessus. Regardez ce qui se passe en Pologne ou en Hongrie, avec des menaces. La question, c'est la sortie de la CEDH, ça commence par ça. Avec des menaces. La Cour européenne... En attendant, ce que je pense, c'est qu'on a quand même pas mal de points communs. Bien sûr. Ah non, bon, mais c'est alors clair. on va nous l'avions déjà identifié. On l'avait déjà identifié parce qu'on s'était déjà rencontrés. Ça se confirme dangereusement. Vous serez peut-être amené d'ailleurs à vous retrouver encore en face à face. Je vous remercie. On rappelle juste le livre La Voix du Peuple aux éditions du Rocher. Votre livre, monsieur Asselineau. À sortir. À bientôt. Oh là, mais ça fait 3-4 ans là que... Attendez, oui, mais moi je fais des vidéos qui ont des centaines, des millions de vues maintenant. Bon, donc il ne faut pas être à la fois au four et au moulin. J'invite les internautes évidemment à commenter, à réagir sous cette vidéo. Et puis alors, je fais une légère digression, pardonnez-moi. Quand vous interpellez monsieur Poisson ou monsieur Asselineau, M majuscule suivi d'un point, monsieur, parce que MR, c'est mystère. Donc Mister Poisson et Mister Asselineau, c'est pas possible. C'est pas nous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.